nous allons parler des lois d'accession à la propriété. Les lois d'accession à la propriété ont vraiment commencé qu'à partir du XXe siècle. Elles ont fait partie du cheminement de l'aide au logement qui a commencé vraiment à la fin du XIXe par les lois Siegfried et puis au début du XXe la création des HBM, ancêtres des HLM. Les lois d'accession à la propriété, la première loi, il y en a eu 4 au XXe siècle, pas plus. La première loi, c'est la loi Loucheur, qui a été créée en 1928, après donc, 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, et qui a participé à la reconstruction de la France et qui a donné lieu à, je crois, 30 000 constructions de maisons individuelles. Les maisons de la loi Loucheur se reconnaissent bien, elles sont assez petites, vous en avez un exemple ici. Hein. Il y a des catalogues qui ont été faits, on les rencontre dans les rues de Moulins. Hein. La loi Loucheur, c'était une loi d'aide à la propriété, c'était un prêt bonifié. C'est-à-dire que l'État s'engageait à faire un taux particulier bas pour accéder à la propriété. Et certaines catégories, en particulier les veuves de guerre, pouvaient financer 100% de leur construction grâce à ces prêts aidés, qui étaient à des taux de 4,5% environ, à l'époque. Les maisons, à l'époque, coûtaient entre 15 et 30 000 francs. Hein. Alors bon, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Elles étaient petites, et c'est les premières maisons où on voit rentrer, j'allais dire pas vraiment les salles de bain, mais les sanitaires, enfin les toilettes à l'intérieur des maisons, qui jusqu'à maintenant étaient toujours au fond du jardin. L'idée de la loi Loucheur, c'est la suite de toutes ces idées de fixation des gens sur un terrain. C'est un peu paternaliste. Le principe est de faire construire les gens pendant qu'ils cultivent leur jardin, ils ne vont pas au bistrot, ils s'occupent de leur famille et ils restent sur place, ce qui fait que la main-d'œuvre reste sur place et ne cherche pas à partir ailleurs et à demander des augmentations de salaire. Donc cette loi Loucheur, elle a continué, ce prêt bonifié a continué jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, suite aux destructions, suite donc aux différents apports qu'il y a eu, il a été nécessaire de faire une nouvelle loi qu'on a le plan courant, qu'on appelle le plan courant. Et ce plan courant, le mot prête à... Mais c'est le ministre s'appelait Pierre Courant, hein, donc c'est le plan qui a pris le nom du ministre. Hein. Mais ça a donné lieu à des plans types. Donc on peut, il y a un petit discussion sur le nom plan courant. Alors ces plans types ont été créés donc en 1953, cette loi elle est du 15 avril 1953. Et elle a donné lieu à la création de plans types, dont nous avons des exemples ici, hein, des plans types d'architectes moulinois, hein, Martin Génermont, Monnier, qui ont donné lieu donc à des plans types. Ils vendaient les plans types et les gens construisaient leur maison suivant ce plan type. Et là, c'était un prêt bonifié à la pierre, c'est-à-dire que c'était plus un prêt avec un taux d'intérêt réduit, c'était 600 francs par mètre carré. Et puis ça a été augmenté à 1000 francs ou 1100 francs, je crois, par mètre carré. Hein. Ces prêts bonifiés à la pierre ont duré jusqu'aux années 70. Hein. Alors, dans le cadre de relance de ces prêts bonifiés à la pierre, qui étaient donnés par des organismes financiers très précis, crédit immobilier, crédit foncier, créés exprès pour, il y a eu des mouvements divers qui ont existé. Le plus connu, c'est les castors. Hein. Les castors, c'est des gens qui ont construit eux-mêmes leur maison en s'entraidant entre eux, et qui ont abouti à des lotissements où ils étaient aidés de la même manière, mais ils s'entraidaient pour construire leur maison. Les maisons, les fameux castors, on en a plusieurs groupes à Moulins. Hein. Et puis il y a eu dans les années 70 ce qu'on a appelé les chalandonnettes. Alors les chalandonnettes, c'était un concours d'architecture qui a donné lieu à la construction de 60 000 maisons. Donc pareil, maisons aidées à la pierre, mais par des grands groupes qui ont fait des lotissements et qui, ça a donné lieu à quelques
une discussion, parce qu'elles ne sont pas toutes connues pour leur brillante construction. Il y a eu pas mal de désordres et de problèmes par rapport au Chalandonnette. Donc au même moment que la loi d'accession du plan courant, il a été mis en place le 1% logement, donc c'est une contribution des employeurs au logement, donc 1% de la masse salariale était consacré au logement, et ce qui a permis de faire, d'une part, de construire le logement social au titre du 1%, comme on en a à Moulins de façon importante. Tout le quartier de Pré-Bercy a été construit avec le 1% logement, et de permettre aussi, de façon différente, des prêts aux salariés des entreprises dans le cadre de cette masse financière du 1% solution pour justement le logement ou l'aide au logement, par exemple des aides au déménagement, à la mobilité, des éléments comme ça. Donc cette loi de plan courant d'aide à la pierre a duré jusque dans les années 70. En 70, il est devenu complètement obsolète et un rapport a été demandé à messieurs Raymond Barre et Pierre Nora sur l'accession à la propriété, et ce rapport a abouti à ce qu'on a appelé la loi Barre-Nora, qui est la loi des prêts PAP et des prêts conventionnés. C'est-à-dire on est revenu à des prêts, à l'époque il y avait une très grande inflation financière, et on est revenu à des prêts aidés, à taux bonifiés, les prêts PAP d'une part donnés par l'État, et les prêts conventionnés donc et donnés par les banques. Alors, et enfin, le dernier prêt, donc ces prêts PAP et prêts conventionnés ont fonctionné pendant toute la période de forte inflation, puisque c'était des prêts aidés. Et puis l'inflation ayant été régulée, ils devenaient complètement obsolètes, puisqu'ils étaient à des taux extrêmement importants finalement par rapport au taux d'inflation. Donc la réforme Périssol en 1995, donc, qui est la dernière réforme d'accession à la propriété du XXe siècle. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y en a eu 4. C'est le prêt à taux zéro. Donc, le prêt à taux zéro, l'inflation étant à 2%, donc le prêt à taux zéro était une sorte de bonification qui a permis donc une nouvelle vague de construction de maisons individuelles. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que chacun de ces 4 systèmes ont donné lieu à des constructions de maisons qui sont assez différentes les unes des autres. Donc là, on a par exemple en exemple la maison d'Alois-Loucheur, dont on a parlé tout à l'heure. Là, vous en avez un modèle ici, vous en avez un autre modèle là en maquette, qui sont donc des maisons, comme je disais, relativement petites, mais qui donnent des impressions en façade assez majestueuses. La maison de Pré-Pape, qui a généré par les pré-papes, et vous voyez donc quand même que l'ampleur des volumes des maisons ont quand même relativement, puisque là elles sont à la même échelle, donc d'un côté vous avez 50 mètres carrés à peu près, et de l'autre côté vous avez 120 mètres carrés. Donc on voit là le progrès du confort quand même à travers tous ces prêts. Donc aujourd'hui, nous allons parler non pas d'architecture, parce que c'est très compliqué et polémique, mais de la façon de dessiner la construction. Donc jusqu'au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, les dessins étaient réalisés à l'encre ou à l'aquarelle sur du papier opaque, canson en général. Donc nous avons là un certain nombre de projets d'architectes locaux qui représentent donc des bâtiments tels qu'on les faisait au XIXe siècle. Enfin, ce projet-là, vous avez par exemple ce projet qui est rue du 8 mai aujourd'hui, qui n'a pas été construit exactement comme ça, d'un architecte Bory qui a été dessiné donc en 1905. Et ce projet, vous voyez donc l'élévation en haut, les plans, le plan masse, entièrement aquarellé. Ces dessins étaient donc en exemplaire unique. Ils ne pouvaient pas être reproduits. Cette manière de dessiner est restée dans les écoles d'architecture jusque dans les années 50-60, puisque ici nous avons par exemple un projet d'un architecte moulinois, mais c'est un projet d'école qu'il a fait quand il était à l'école, et il a eu une mention d'ailleurs, ce qui lui a permis d'être admissible à l'école.
Donc on voit bien une architecture des années 30, mais là, ce n'est pas le sujet, c'est la façon de rendre le dessin qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'encre, sur canson, mise en couleur par l'aquarelle. L'aquarelle, à l'époque, avait un code, c'est-à-dire que la maçonnerie, en général, était carmin, la charpente métallique était bleu pâle, chaque élément, chaque couleur représentait un matériau. Au début du XXe siècle, on a commencé à dessiner sur papier calque et on a pu faire des reproductions de documents, de plans, en multiples exemplaires. Donc la première reproduction qui s'est faite, c'est la reproduction, ce qu'on appelle au procédé ferro-prussiate. Donc la reproduction des plans au ferro-prussiate, donc c'est un papier sensibilisé au ferro-prussiate, et on dessine sur calque, on met le feuille de calque sur un plan, sur ce papier sensible, on le présente à la lumière, c'est-à-dire essentiellement au soleil à l'époque. Le soleil donc passe à travers les zones non dessinées, ne passe pas à travers les zones imprimées, et après on trempe le papier ferro-prussiate dans un bain d'eau claire, avec un peu de bicarbonate de soude. Et donc là, le dessin apparaît en blanc sur un fond bleu. Donc c'est ce qu'on a appelé les bleus pendant très longtemps, et ce qui donne ce type de plan. Alors le tirage de plan s'est perfectionné. Dans les années 30, on a eu des tirages dits à l'ammoniac. Donc ça donnait un dessin bleu sur fond beige ou marron ou noir sur fond beige. Et dans les années 70-80, les machines dites à l'ammoniac se sont perfectionnées et elles sont devenues étanches. Elles ont fonctionné jusque dans les années 80-90. Et à partir de là, on a commencé à faire les photocopies qu'on connaît aujourd'hui. Donc le principe était le même avec les machines à l'ammoniac. On mettait le papier sensible et le calque à la lumière. Alors la lumière artificielle, évidemment, dans les années 30 et 60, c'était des tubes néons. Et puis après, on mettait le papier dans un révélateur d'ammoniac qui donnait le résultat de tirage de plan. Alors là, on a pu multiplier les plans en de nombreux exemplaires. C'était beaucoup plus commode. Donc nous venons d'évoquer les dessins à réaliser pour faire les constructions d'architecture. Donc nous allons parler des instruments qui ont servi à ces dessins. Donc la première instrument, c'est la table à dessin. Donc en général, c'était autrefois une table en bois, toute simple, rectangulaire, sur lequel on travaillait avec un T. Donc un T, c'est un objet comme celui-ci, donc qui permettait d'être mis sur la table et de glisser pour tirer des traits bien perpendiculaires. Avec le T, nous avions une équerre, bien sûr, donc l'équerre à 45, et nous avions aussi l'équerre à 10 à 30, 30, 60 degrés. Donc ces outils, en général, étaient en bois et étaient en poirier. Pour les courbes, toujours élément plus compliqué, il existait ce qu'on a appelé des pistolets, ou des perroquets. Alors perroquet, c'est à cause de la forme, bien sûr. Comme vous pouvez voir, ça ressemble à un perroquet. Donc avec quelques modèles de perroquets, enfin quelques modèles, l'entreprise Morin en avait quand même catalogué 40 dans son catalogue. Nous avons la possibilité de faire toutes les courbes possibles et imaginables. Donc voilà en gros les règles qui est nécessité pour tirer les traits. Alors ces traits, on les tirait à l'époque avec des tire-lignes. Donc les tire-lignes, c'est ce petit objet qui a deux... Alors ça existe depuis l'époque des Romains, mais nous n'avons pas de modèle romain. C'est deux lames de métal qui sont à un certain écartement. Cet écartement est réglable par la petite molette. On met une goutte d'encre. Et ça permet d'avoir un trait à une certaine épaisseur en fonction de l'écartement qu'on a voulu. Donc ces tire-lignes étaient une pièce partie intégrante des boîtes de compas du 19e siècle et du 20e siècle.
Alors après, on a perfectionné les tire-lignes et il a existé des tire-lignes à parallèle. On pouvait tirer 2 lignes parallèles en même temps et à 2 lignes d'épaisseur différente. Si on le jugeait nécessaire, on pouvait régler chaque ligne de façon différente. Donc le manche était en général en ivoire. On a travaillé au tire-ligne jusque dans les années 30, 1930. À partir de 1930, a été inventé ce qu'on a appelé le stylo à réservoir. Alors le plus connu, c'est le Graphos. Donc nous avons là une très belle boîte de Graphos. Donc le stylo lui-même avait un réservoir à l'intérieur dans lequel on mettait de l'encre. Et sur chaque extrémité du Graphos, on pouvait mettre une plume. Et chaque plume correspondait à une épaisseur de traits. Hein. Ces plumes permettaient soit de tirer des traits, soit d'écrire dans des lettres avec des normographes. Alors les normographes, c'est ce type de petites plaques. Et avec ce type de plaques, on pouvait tracer la totalité des lettres et écrire donc les mots que l'on voulait et les chiffres que l'on voulait. Ça, ce normographe-là date des années 20. Les normographes des années 50 étaient un petit peu plus perfectionnés, avec des barres en bois, et on avait toutes les lettres. Ça, c'est des normographes des années 50. Et alors, ils avaient eux-mêmes des dimensions différentes pour fonctionner avec des plumes différentes. Donc, ce Graphos a existé et était très en vogue, fonctionnait énormément jusque dans les années 60, 70. Dans ces années-là, a été inventé le stylo tubulaire. Donc c'était également un stylo dit Rotring pour ceux qui connaissent. Donc c'était également un stylo tubulaire donc à réservoir. Hein. Le réservoir, il y avait une cartouche d'encre à l'intérieur avec un réservoir. Et chaque pointe avait une épaisseur différente, mais c'était une pointe tubulaire. Donc entre autres, l'avantage de ce stylo, alors ça c'est anecdote, hein, c'est que les gauchers comme les droitiers pouvaient s'en servir sans faire de tâches, alors que le Graphos était spécialisé droitier. Et j'ai eu beaucoup de mal, en ce qui me concerne, étant gaucher, à travailler avec les Graphos. Alors parallèlement, il y a tout un tas d'autres objets qui ont existé, entre autres les règles à parallèles. Alors ici, nous en avons 2 modèles différents de 2 époques différentes. Donc là, la règle à parallèle, donc fin 19e, hein, qui marche sur roulette. Donc on fait rouler la règle sur la table et on peut tracer des parallèles comme on veut. Elle est suffisamment lourde pour ne pas dévier de sa parallèle. Et là, la règle à parallèle, alors qui date des années 60, elle a même un niveau à bulle. Hein, et donc c'est le mouvement de la règle elle-même qui permet donc de tracer des parallèles aux écartements que l'on veut. Donc, nous avons abordé le dessin d'architecte par le fait qu'il a été dessiné sur du canson en couleur, en objet unique. Et donc, nous avons ici une boîte de cette époque, complète, ce qui est très très rare. C'est la seule que je connaisse. Donc, une boîte de compas dans laquelle nous avons donc les compas, bien sûr, correspondant à l'ensemble du matériel classique, les tire-lignes, le fameux tire-ligne pour faire les traits. Hein. Les fameux rapporteurs, soit en cuivre, soit en plexi, enfin en plastique. Et alors surtout, son boîtier intérieur, avec l'ensemble des couleurs normées, si on ose dire à l'époque s'il y avait des normes, donc avec les couleurs classiques donc de la construction, donc le carmin, le bleu, le vert, etc. Donc là, on a la boîte exacte, complète, qui a peut-être servi à dessiner ces fameux plans de la fin du 19e, donc avec les mises en couleur complètes. Donc c'était une très, très belle boîte, entièrement en ébénisterie, bien sûr, hein, une belle ébénisterie. En général, sur le médaillon, souvent, les gens gravaient leur nom, hein, avec un compartiment dans lequel on mettait les fameux rapporteurs. Voilà. Cette boîte-là, il n'y a pas de nom de fabricant dessus.
Là, nous avons une boîte beaucoup plus vieille, qui date sans doute du XVIIIe siècle. Et sa particularité, c'est que non seulement, bien sûr, elle a les fameux tire-lignes, hein, ils sont toujours présents, il y en a plusieurs. Le compas de réduction, c'est-à-dire que c'est un compas qui permet, en fonction de la position de la molette, on a un rapport, et l'écartement qui est là, si c'est un tiers, on a un tiers ici, et à chaque fois, compte tenu de la molette, on a à chaque fois le même rapport d'un tiers. Hein. Nous avons dans cette boîte un autre élément qui est très intéressant, c'est le tire-ligne à pointillés. Donc on a parlé du tire-ligne pour tracer les lignes, mais pour tracer les lignes de pointillés, ici vous avez un tire-ligne à pointillés, c'est-à-dire c'est une petite molette avec des dents, et quand vous faites tourner, quand vous tirez votre ligne, eh bien ça vous fait des petits points. Donc ça fait une ligne pointillée. Donc ça c'est assez rare aussi, on ne le trouve pas individuellement, très peu. Et enfin, vous avez dans cette boîte ce qu'on appelle, alors ça, montré comme ça n'a pas beaucoup d'impression, c'est le compas à verge. Alors on en a deux autres exemplaires ici. Donc là, c'est une boîte complète de compas à verge, donc deux pièces avec évidemment les pointes de chaque côté. Et là, il manque évidemment la verge, qui était en général une grande barre soit de bois, soit de métal, hein, qui permet de faire des très grands cercles. Donc là, vous avez un modèle de compas à verge très récent, hein, qui date des années 1980. Donc on voit très bien donc, la verge et les deux pointes. Alors évidemment, tous ces instruments sont tombés en désuétude avec la CAO, la DAO. En CAO, vous mettez le centre, vous indiquez le centre, vous indiquez le rayon et la courbe se trace toute seule, si j'ose dire. Alors, bon, un certain nombre d'instruments ont été miniaturisés et pliants. Donc vous avez ici, par exemple, un compas de poche, dit de poche, hein, qui peut se replier, donc un peu comme le couteau suisse. Hein. Alors il y avait sans doute des architectes ou des archéologues qui avaient ça dans leur poche pour pouvoir faire des relevés ou des dessins sur place. Et là vous avez entre autres une trousse complète dite d'architecte, portable, donc vous voyez le boîtier et puis les compas qui allaient dedans, un tire-ligne, deux compas, un compas sèche, un compas articulé. Donc il y avait sans doute des architectes qui avaient ça dans leur poche pour faire du dessin sur terrain.